Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau point lecture et comme d'hab, plusieurs vidéos d'affilée égale plusieurs tenues, enfin plusieurs fois la même tenue plutôt. Donc ce coup-ci, je vais vous présenter une duologie que j'ai lu les 2 tomes d'affilée ainsi que un premier tome d'une nouvelle série qui vient tout juste de paraître. Donc on va commencer avec la dystopie qui est Les Oubliés de Léna Jomaé, publiée aux éditions Plume Blanche. Donc je vous mets les 2 couvertures ici. Je vais essayer de les mettre pas trop grosses parce que sinon on va plus me voir au milieu. Dans cette dystopie, on va suivre, on est en l'an 250 après la 4e guerre mondiale qui a fait des ravages et qui a détruit le monde tel qu'on le connaît en fait et tel qu'il a été connu. 250 ans après, il y a un système qui a été mis bien en place. Les adolescents de 16 ans passent les tests, donc l'année de leurs 16 ans, et ces tests ont pour vocation de leur attribuer ou des études ou un nouveau métier très rapidement en fait. Puisque vous avez les plus intelligents qui finissent à l'école, enfin dans les institutions pour les grands comme c'est appelé, puisqu'il s'agit tout simplement des futurs dirigeants du pays. On a les ouvriers qui eux n'ont pas les capacités intellectuelles on va dire pour faire de longues études et diriger un pays, donc on les envoie, je sais pas moi par exemple dans les champs. En tant que menuisier, enfin ils vont faire des boulots qui sont nécessaires à la survie de toute la communauté au final. Et il ne reste plus que les grandes villes, c'est-à-dire on a la nouvelle Paris, la nouvelle Tokyo, je sais plus le nom des autres villes mais c'est pas grave. Enfin il reste plus que les grosses villes qui ont survécu et encore elles ne sont pas spécialement pile poil à l'emplacement où elles étaient et elles ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles ont été par le passé. Et on a la 3e catégorie qui est les oubliés. Donc les oubliés, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il leur vaut de se retrouver là-dedans suite au test. On ne sait pas non plus ce qu'il advienne d'eux, puisque les oubliés portent bien leur nom. Personne n'a jamais eu de nouvelles, personne ne les a revus. Et ils ont tout simplement été oubliés par la population, excepté peut-être pour leurs parents et frères et sœurs, quoi. On va suivre Eléa, Simon et Aurore, mais surtout particulièrement Eléa. Donc Eléa, c'est une jeune fille pleine de vie, ses meilleures amies depuis qu'elle est toute petite sont Simon et Aurore, et ils ont l'habitude de s'appeler ma moitié ou mes moitiés, etc. Ils sont vraiment très fusionnels, tout le temps fourrés ensemble, leurs parents sont tous ouvriers, et ils angoissent un petit peu à l'idée de passer leur test, d'être séparés par la suite, et de savoir ce que l'avenir leur réserve, mais surtout ils espèrent qu'aucun d'entre eux ne finira dans la catégorie des oubliés. Malheureusement tout ne va pas être parfait, ils vont être séparés, après je ne vous dirai pas qui va où, mais ils vont être séparés. Eléa va intégrer une institution de grands, donc pour être une future dirigeante. Et très vite, elle va faire la rencontre de Gabriel, donc, qui est le fils unique du président à l'heure actuelle, qui vient de passer ses 2 années d'études et qui revient dans l'institution où est Eléa pour être leur tuteur officiel pendant leurs 2 années à venir à eux. Il sera là pour les épauler, pour les orienter, pour répondre à leurs questions, etc. Sachant que dans l'institution, les filles et les garçons sont séparés. Non pas en salle de classe mais dans les dortoirs, hein. On a un couloir dortoir filles, un couloir dortoir garçons, et chaque nouvel élève va être colocataire d'un élève qui est déjà là en 2e année pour qu'il puisse leur montrer les lieux, leur expliquer le déroulement des cours, des repas, du temps libre et ce genre de choses. Et très vite Eléa va se rapprocher d'Izzy, la fille avec qui elle partage sa chambre, et qui est amie avec Gabriel, donc le tuteur et le fils du président actuel. Eléa va rentrer dans un monde qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Elle va faire des découvertes qui vont la laisser plus que perplexe, qui vont lui donner envie de se battre. Mais comment le faire sans se faire découvrir? Ça, c'est une autre chose. Elle va se rapprocher de Gabriel qui, au final, malgré qu'il soit le fils du président actuel, n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement mis en place. Izzy et Simon vont se greffer au petit groupe et ils vont vivre des tonnes et des tonnes de choses, mais vraiment ahurissantes, des choses dures. Ils vont être confrontés
au deuil, ils vont être confrontés à la terreur, ils vont être confrontés au gouvernement qui veut essayer de les retrouver et de les abattre, tout simplement parce qu'ils veulent remettre en cause le gouvernement actuel et la politique de ce monde, ce qui n'est pas pour plaire aux dirigeants, bien évidemment, hein. Sinon il n'y aurait pas eu d'histoire. Et je sais même pas comment vous en parler, parce qu'au final c'est quand même très complexe à expliquer comme ça. Si vous trouvez que c'est trop fouillis, je vous mets en barre d'infos les liens, parce que j'ai rédigé ma chronique du tome 1, du tome 2 à chaque fois après l'avoir terminé, et j'ai bouffé les deux bouquins. C'était juste pas possible que je m'arrête avec le cliffhanger. Enfin, c'est un cliffhanger sans être un cliffhanger la toute fin, mais on a tellement envie de savoir ce qui va arriver, comment tout ça va se finir, que j'ai pas pu m'empêcher de sauter sur le deuxième tome que je n'avais pas. Donc je l'ai acheté en numérique vu que j'avais reçu le premier en service presse numérique. Je me suis jetée pour acheter le deuxième tome, je l'ai mis dans la liseuse et il est passé dans la foulée. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit de Izzy, de Manuel, de Rebecca, de Gabriel, de Eléa, de Clara. Après il y a des personnages sur lesquels j'ai été plus mitigée, comme Simon, que je trouve quand même assez en retrait et assez fade par rapport aux autres dans le premier tome. Dans le deuxième il m'a clairement énervé, j'avais envie de le claquer en fait. On a aussi, je sais plus comment il s'appelle, c'est malin. Je vais regarder sur mon téléphone. Oui, j'ai mon téléphone avec la chronique, parce que moi les prénoms j'ai du mal à les retenir en fait, à chaque fois c'est pareil. Il y a un personnage que je n'aimais pas dans le premier tome qui au final m'a bien plu dans le second. Et bien évidemment j'ai pas noté son nom. Donc bah bravo à moi. C'est le personnage qui sera avec Aurore. Je vais dire ça, je n'en dis pas trop et que ceux qui l'auront lu vont le découvrir, ou en tout cas découvriront en lisant qui est avec Aurore. Et c'est un personnage qui au début était très antipathique, très tête à claque, très con clairement. C'était le genre de mec prétentieux, vantard et tout ce qu'on veut, qui fait vivre des instants quand même assez difficiles à Eléa. Et alors qu'ils sont tous dans le même bateau, et qui au final s'est révélé quand même être une bonne surprise dans le tome 2. Donc comme quoi des personnages sur lesquels on n'a pas spécialement d'a priori au début peuvent retourner la donne et faire qu'on les déteste, et des personnages qu'on déteste peuvent se révéler quand même finalement bien plus complexes et bien plus intéressants que ce qu'on ne pensait. En tout cas j'ai adoré l'univers créé par Lena Jomae. C'est un univers complètement dingue qu'elle a créé, et je dois dire que ce qu'elle a réussi à faire avec ces deux tomes est assez rare, puisque en lisant le livre je ressentais toutes les émotions, mais d'une force que je n'ai pas l'habitude de ressentir en lisant un livre. Même quand tu es à fond dedans, que c'est un coup de cœur, que je suis vraiment dedans, je n'ai jamais pris les émotions de plein fouet comme je l'ai pris avec ce diptyque, clairement. En lisant le tome 1, je l'ai lu, j'arrivais pas à dormir la semaine passée, donc je le lisais pendant la nuit. Et plus j'avançais dans ma lecture du tome 1, plus j'avais une boule qui me... J'avais une boule au ventre qui grossissait, j'avais une angoisse qui montait en permanence. Et je sais pas, j'arrivais rien à faire pour l'évacuer. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait Izzy dans le tas, parce que Izzy elle a toujours la petite remarque, le petit pic... la petite phrase à dire pour vous faire sourire et faire redescendre un peu la tension, parce que sinon je sais pas dans quel état j'aurais fini la lecture de ce premier tome. Les émotions étaient pareilles dans le deuxième. Il y a un moment donné, l'auteur fait un choix qui m'a fait pleurer encore 1 heure après que j'avais refermé le tome 2, hein, c'est pour vous dire. J'étais dans un état, mais alors pitoyable. Et j'ai vraiment vécu une sensation en tant que lectrice de malade avec cette duologie, ce diptyque comme vous voulez. Et c'est vraiment une excellente dystopie. On parle beaucoup d'Hunger Games, de Divergente, et je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec, mais au final ouais je les ai lus, oui c'était sympa. Après c'est pas non plus, j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas été extrêmement emballée par ces dystopies là. J'en ai lu d'autres par là, avant d'ailleurs, avant Divergente et Hunger Games, qui m'ont bien plus plu, bien plus convaincue, où les héroïnes m'ont beaucoup moins énervée, parce qu'il faut dire que Triss, il y a des moments elle m'a quand même bien énervée. On a Cassie dans la 5e vague, c'est pareil, il y a des moments donnés. Puis le choix des auteurs donc de Véronica Ross et de
Mince, comment il s'appelle celui de la 5e vague? Je sais plus. Et l'auteur de la 5e vague, ils ont pris un schéma un peu répétitif. Et c'est vrai que ça m'a posé des problèmes. Et ce que justement je soulève et que je félicite Lena Jomaï pour cette dystopie, c'est que justement, en plus j'en ai parlé avec elle, à la base elle n'avait pas spécialement prévu que les choses se passent comme ça. Et au vu des dystopies qui, par un moment donné, sont toutes arrivées d'un coup, en fait, c'est vrai que c'est comme avec les vampires et Twilight, à un moment donné, on a été envahi par ça. On a eu de tout et du n'importe quoi. On a eu du très bon, du passable, du moins bon, des livres sympas à lire, mais pas non plus sensationnels. Et pour le coup, elle a réussi, elle, à tirer son épingle du jeu, parce que la série date de 2015, si je dis pas de bêtises, pour cette édition, sachant que le premier tome avait déjà été publié chez Sharon Kenna il y a plusieurs années de cela. Et elle a vraiment réussi à créer une dystopie comme on n'en a pas encore vu. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé ce qu'elle a créé. J'ai aimé le twist qu'elle met dans le deuxième, même s'il m'a brisé le cœur. J'ai aimé qu'elle ne cède pas à la facilité et qu'elle ne nous refasse pas encore une fin qu'on a déjà vue, revue et archi-revue et qui me sort par les yeux. J'allais dire autre chose mais ça serait pas très poli. Donc qui me sort par... ou en tout cas ça va être mal interprété encore une fois par Rachel probablement. Donc qui me sort par les yeux. On va dire ça comme ça. Et j'ai pris une grosse claque avec cette série. Si vous ne la connaissez pas, je ne peux que vous la recommander, sachant que chaque tome est à 19,99 € pièces en format papier. Que en e-book, chaque tome est à 7,99 € pièces. Et qu'en plus, une intégrale des 2 tomes est disponible à moins de 25 € chez France Loisirs. Il vient de sortir tout juste à l'instant. Et que du coup, les éditions Plume Blanche, ce n'était pas prévu, mais puisque la version papier en intégrale existe chez France Loisirs, ils ont décidé de faire une intégrale numérique que vous pouvez retrouver à 4,99 €. Il me semble que c'est ça le prix, ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, à moins de 10 € vous avez l'intégrale. Entre 5 et 10 € vous avez l'intégrale en numérique. Donc si vous ne connaissez pas cette série, je ne peux que vous la recommander, mais à 1000%. C'est vraiment une excellente dystopie pour ceux qui en ont marre d'avoir des schémas qu'on voit partout. Franchement, vous ne devriez pas être déçus avec cette série. C'est mon plus gros coup de cœur niveau dystopie, je crois, à l'heure actuelle. Parce qu'après, il y en a une autre, mais c'est dystopie uchronie, donc je peux pas vraiment la considérer dedans. Mais en tout cas, nos auteurs françaises n'ont absolument rien à envier aux auteurs américaines, encore une fois, ou aux auteurs anglaises. Leurs plumes et leurs histoires valent le détour. Il faut juste leur donner leur chance. Et franchement, je sais plus quoi vous dire, mais foncez dessus. Franchement, foncez dessus. C'est juste excellent. Et les 2 tomes ont été un coup de cœur. Ce qui est quand même assez rare parce qu'en général, j'ai des fois un coup de cœur sur un tome, mais pas sur les suivants, ou sur le dernier, mais pas sur les précédents parce qu'il y a toujours des défauts. Et ce livre m'a clairement emporté littéralement dans l'univers et me faire vivre des émotions comme j'en avais encore que très rarement, voire jamais ressenti. Donc c'est pour vous dire. Bon voilà, j'arrête parce que je vais finir par vous saouler avec les oubliés. Mais voilà, foncez. Et on termine ce point lecture avec section 13, livre 1, Jack et le bureau secret de James R. Hannibal, publié chez Flammarion Jeunesse, que je remercie pour cet envoi. En plus, regardez-moi cette couverture, elle est juste magnifique, il y a des reflets. Oui. Je regarde si je mets la tranche dans le bon sens, pas le dos. Et vous voyez derrière, c'est pareil, il y a encore des reflets. Donc dans ce livre, on va suivre Jack, un petit garçon qui doit avoir... je sais plus, 12-13 ans je crois, et sa petite sœur. Quand je vous dis que j'ai un problème avec les prénoms. Sadie, qui a 8 ans. Ils sont partis à Londres avec leur mère. Leur père a disparu. Ils sont à l'hôtel et la mère demande à Jack de prendre soin de sa petite sœur Sadie, que si la fin il doit aller à la réception de l'hôtel et faire mettre tous sur la note de la chambre, et qu'elle part à la recherche de leur père. Au bout d'un moment, Jack est concentré sur son jeu vidéo, sur
son téléphone portable je crois, et Sadie arrête pas de l'enquiquiner, donc Sadie elle dit qu'elle a faim, etc. Donc il descend à la réception de l'hôtel pour aller lui prendre à manger, il demande à mettre sur la note, et le temps qu'il veuille régler, il se retourne et sa petite sœur a disparu. Elle a vu un homme qui porte le même manteau et le même chapeau que leur père, elle pense que c'est eux, et elle se met en quête de le suivre vu que Jack n'est pas très réactif. Elle va prendre le métro, Jack va lui courir après, il va essayer de la rattraper mais n'arrivera. Elle sera dans le métro, les portes vont se refermer devant lui, donc il va devoir prendre le métro suivant et essayer de trouver où est-ce qu'elle a bien pu disparaître et la retrouver avant qu'il lui arrive des ennuis. Il la retrouve, finalement il se rend compte que l'homme en question n'est pas leur père, malheureusement. Et alors qu'ils se mettent en direction pour rentrer à l'hôtel et essayer de trouver leur chemin, un homme assez particulier avec un imperméable noir, un chapeau noir, va les pousser contre la façade d'une boutique dans laquelle ils vont rentrer et ce sera le bureau des objets trouvés. Et ils vont faire la connaissance de Madame Hudson et de Gwen, une jeune fille qui est son apprentie. Et ils vont rentrer dans un monde qu'ils n'avaient pas soupçonné. Cette boutique renferme bien d'autres choses que ce qu'elle laisse apercevoir de par la rue et sa vitrine. Et Gwen trouve une explication que je trouve qui correspond tout à fait. C'est qu'au final le bureau des objets perdus n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a tellement plus grand, tellement d'autres choses à découvrir dans ce livre. Et j'ai vraiment été emballée par ma lecture. J'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. On a des aspects un peu... il y a de l'aventure, il y a ce petit côté d'enquête par moment. Il y a ce côté totalement fantastique avec les dragons. On a ce côté un peu steampunk avec les scarabées entre autres. On a une partie tout ce qui est horlogerie aussi. Et j'ai vraiment aimé le mélange de tous ces ingrédients en soi. Ça a été bien fait. Après il y a des moments où le récit est peut-être un petit peu lent. Mais ça m'a pas gêné plus que ça. C'est quand même écrit assez gros, assez aéré. Nos personnages sont très attachants. Même si Sadie est quelquefois bien énervante. Et que je pense que... si j'avais eu une petite soeur comme ça, je me serais souvent arraché les cheveux en fait, clairement. Parce qu'elle n'écoute rien, elle n'en fait qu'à sa tête. Et en même temps, elle est quand même attachante. Parce que elle fait pas ça de prime abord pour enquiquiner le monde. Ou pour leur faire des frayeurs. Ou pour être casse-bonbon. Elle a toujours des raisons. Et c'est après qu'elle se rend compte qu'au final, ben, elle aurait peut-être pu procéder différemment. On a aussi Gwen qui est une apprentie très rigoureuse. Qui respecte, sauf une règle, mais sinon elle respecte les règles au mot près. Et elle va embarquer Jack dans quelque chose qui le dépasse, quelque chose qu'il n'avait pas vu venir, quelque chose qu'il ne connaissait pas et auquel au début il a beaucoup de mal à y croire, hein, clairement. L'intrigue aussi se passe sur une seule et même journée. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui s'enchaînent, qui s'accélèrent. Et j'aurais peut-être aimé ouais, que ça se passe peut-être sur une semaine au lieu d'une journée. Parce que je trouve que c'est quand même très concentré sur une seule et même journée. Ça fait beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à encaisser, beaucoup de choses à découvrir pour Jack et Sadie en à peine 24 heures et encore même pas. Puisque, je veux dire, la journée se termine à minuit, mais la journée ne commence pas à minuit 1 quoi. Donc on n'a pas 24 heures complètes, ça doit commencer dans la matinée. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était beaucoup de rebondissements pour des enfants de cet âge-là. Après j'ai passé un très bon moment avec, c'est vraiment original, c'est intéressant. J'avais encore pas lu de livre avec un peu de steampunk dedans, etc. Donc je pense que c'est une bonne entrée en matière parce que on en parle sans pour autant que ce soit un univers complètement steampunk, loin de là. On nous parle aussi du grand incendie qui a ravagé Londres en 1666, des dégâts que ça a fait, de la reconstruction de la ville par la suite, des personnages de l'époque qui pour le coup par contre ont été probablement, je pense pas que ce soit les personnages historiques véridiques, mais qui ont été créés pour l'histoire. Et j'ai bien aimé
les idées de l'auteur, ce qu'il en a fait, comment il nous emmène à la conclusion de ce premier tome. Et pour une fois ça change parce qu'on a quand même plus ou moins une vraie fin à la fin de ce premier tome. Alors oui, toutes les questions ne sont pas réglées, ça je suis d'accord, et il y a une porte ouverte, en même temps c'est normal, il y aura d'autres tomes. Mais on ne finit pas sur un cliffhanger de malade, et pour une fois ça fait du bien. Parce que des fois c'est aussi sympa de se dire, bon voilà, la suite n'est pas sortie vu que celui-ci vient de sortir, ou j'ai d'autres livres à lire avant même si la série est entièrement parue, et ça fait du bien de se dire que celui-ci, ben voilà, on va pouvoir attendre un peu avant d'enchaîner avec la suite, et parce que si tous les livres se terminent avec des cliffhangers de malade, on va jamais s'en sortir. Mais c'est vraiment un très bon livre, je pense qu'il plaira autant aux adolescents qu'aux adolescentes, parce qu'au final on suit vraiment, il n'y a pas d'histoire de sentiments, d'amour entre Gwen et Jack, loin de là. C'est un petit garçon qui est protecteur envers sa sœur, qui est débrouillard, qui est intelligent, qui est aussi touchant. Sa petite sœur, elle est attachante malgré qu'elle soit casse-bonbon, elle est très maligne, elle est très chiante quand elle s'y met. Et puis on a Gwen qui dénote un peu dans cet univers parce que Gwen au final ne se comporte pas comme une préadolescente ou une adolescente comme les autres en fait. Elle évolue dans un autre milieu qui l'oblige à se comporter différemment, à voir les choses sous un autre angle, à respecter les règles, à connaître toutes les règles par cœur sur le bout des doigts. Et c'est vrai que ce mélange est très sympathique. Et puis le héros principal qu'on suit est un garçon. Et comme je vous dis, il n'y a pas d'histoire de romance entre Gwen et Jack. Donc je pense que c'est un livre qui plaira à pas mal de monde. Et Lilian, si tu passes par là, ok, je suis d'accord, t'es pas un préadolescent, mais c'était pas... Mais on peut le lire, je pense, vers 11-12 ans. Mais plus grand aussi, la preuve, à 32 ans, je l'ai lu. Mais Lilian, franchement, je pense que si tu peux te le procurer, je pense que c'est un livre qui devrait te plaire. Vu ce que t'aimes en général, et puis que tu m'as dit que t'aimais pas trop quand il y a des histoires d'amour qui se mêlent à tout ça, bah du coup, je pense qu'il pourra vraiment te plaire, donc voilà. Donc si tu le croises, n'hésite pas, et puis si jamais tu le lis, n'hésite pas à me donner ton avis. Donc voilà pour ce point lecture. Je sens que j'ai été très bavarde et qu'il dure bien plus longtemps que les autres. Mais bon, j'en avais des choses à dire, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous comptez vous les procurer. Si je vous ai donné envie de les lire ou au contraire pas du tout. Hein, je suis ouverte pour en discuter avec vous en commentaire. Je prends ma lecture que je vais commencer aujourd'hui et je vous la montre tout de suite. Et donc je vais lire L'ombre du golem de Eliette Abécassis, ou Abécassis, je sais pas comment on dit, et illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc un magnifique livre en hardback avec des illustrations noires et blanches. Ah, on marque-page qui se fait la malle. Des en-têtes de chapitres comme ceci et des illustrations qui prennent parfois toute une page. Et donc on nous parle de cette créature qui est le golem et que finalement en littérature je n'en ai jamais croisé. J'en ai croisé un petit peu dans les films ou séries télé. Et là où j'en ai beaucoup plus rencontré, c'est vraiment dans les jeux vidéo où le golem est quand même beaucoup plus représenté, je trouve. Donc en littérature, du coup, ça m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de me plonger dedans. Donc voilà. Ce point lecture est à présent fini. J'arrête de parler pour rien dire. Je vous souhaite une agréable journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite en vidéo. Ciao, ciao.